Deuxième partie de ce On en parle spécial de Georges Frêche, un an après sa disparition. On parle de Georges Frêche, homme politique, allez, bulldozer politique, on peut le dire. Forte personnalité, un homme rude, parfois autoritaire, pas simple à gérer. En tout cas, né dans le Tarn avec des origines ariégeoises. Ça fait quelqu'un qui est très charpenté, très rude. Alors, on l'a souvent taxé, enfin les opposants l'ont taxé de clientéliste, populiste. Alors lui répondait, non, je ne suis pas populiste, je suis populaire. Daniel Santonja? Il était un peu les deux, je pense, hein, parce que bon, il savait très bien, et tout le monde le sait en politique, qu'on est un peu, tous les élus sont un peu populistes, il faut dire la vérité, soyons honnêtes, on est là pour tout se dire. Un peu démagogue. Un peu démagogue, mais tous les politiques... Un peu de promesse, quoi. On peut promettre, mais il essayait toujours de tenir. C'est ce qu'on essaie de faire, je crois, quand on est honnête en politique. Donc, il essayait de concrétiser ses promesses après l'élection. Mais effectivement, au moment des élections, on promet des choses, on essaie de faire le maximum. Ensuite, les réaliser. Parfois, ça n'est pas toujours possible. Mais on essaie de promettre en disant, je ferai le maximum pour... Mais moi, je l'ai vu, à certains moments, avoir les personnes venant le voir, lui disant, j'ai des problèmes, j'ai ceci, divers problèmes, en disant, voyez mon collaborateur, voyez telle personne, et il essayait de résoudre ces problèmes. On le fait tous. Et je crois que sa grande popularité est justement parce qu'il savait parler directement aux gens. Il n'y avait pas de distance entre les gens. Moi qui suis une femme... un franc-parler, ça c'est sûr. Et avec son franc-parler, parce que quand les gens l'embêtaient vraiment, il savait aussi les envoyer promener. On en a quelques exemples qui ont été un peu dévoyés, qu'on évoquera tout à l'heure probablement. Mais effectivement, soyons honnêtes, on est obligés tous de faire la même chose. Mais je crois qu'il a été honnête avec Jean dans le fond, parce qu'il a essayé de tenir ses promesses. Tout en étant assez rude parfois, assez rude, parce que quand il était avec ses opposants, comme au départ, quand on a eu, excusez-moi de l'expression, des engueulots avec Frêche, personnellement, un jour je lui ai dit, si vous ne me donnez pas la parole, je monte sur la table, c'était à l'aglo, et je hurle, mais vous m'écouterez quand même. Il m'a dit, je sais que vous êtes capable de le faire, donc je vous donnerai la parole. Mais si vous voulez, il avait ensuite ce côté un peu disons, amical, qui disait, bon, mais de toute façon, je vous donne la parole, même si il savait que j'allais lui dire des choses politiquement qui ne lui plaisaient pas. Bon, lui, grand admirateur de Jaurès, de ces hommes de gauche, et moi, grande admiratrice finalement de De Gaulle, de tous ces gens qui étaient de droite et que j'affectionnais. Tout excusez-moi, j'en ai pour 2 secondes, tout en reconnaissant l'intelligence des hommes de parti qui nous ont précédés. Claude Cougnac, il était rancunier, Georges Frêche? Est-ce qu'il avait des coups de gueule comme ça, puis après c'était terminé? Non, il avait effectivement de forts coups de gueule et de grands coups de tempête, mais c'était pas quelqu'un d'autre. Même avec ses collaborateurs, c'était rude? Écoutez, jamais avec moi il n'a eu un mot plus haut que l'autre. Jamais. Mais pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, Georges Frêche, vous savez, il était pétri du démos grec. Et donc pour lui, il ne connaissait qu'une chose, la sanction du suffrage universel. C'était le seul rapport qu'il voulait avoir. La seule distanciation qu'il voulait avoir. Je travaille, et ensuite il y aura la sanction du suffrage universel. C'était ça qui était important. Ensuite, avec son opposition, bien, je vais vous dire, c'était un grand provocateur. C'était ça qu'il abusait. C'était un grand jeu politique. C'était pas, il n'a jamais eu de haine pour son opposition. Il avait beaucoup de respect. Mais son plaisir, c'était effectivement de provoquer. Et avec une ambition, disait-il, c'est de hisser le niveau de tout le monde. Il sait le niveau de sa ville, il sait le niveau de son ambition. Et il a été parfaitement fier d'avoir face à lui des gens comme Gérard Christol ou des gens comme Jacques Blanc. Il les a. Et aujourd'hui, que constate-t-on? C'est que le niveau politique a aussi baissé dans son opposition, dans l'opposition actuelle. Gérard Christol, il a essayé de vous séduire aussi. Racontez-nous, Georges Frêche. Sur la personnalité aussi. Je crois que c'est la première fois que j'ai l'occasion de dire ça. Ça me démangeait depuis longtemps. Et je vous remercie de cette occasion. Et oui, personnage fascinant, intéressant, bien sûr. Et je ne peux pas m'empêcher, quand je pense à Georges Frêche, d'accoler immédiatement à son nom le terme de histoire. Frêche, c'est de l'histoire incarnée. C'est-à-dire que d'abord, c'est un professeur d'histoire. Et il a fonctionné, dans tout ce qu'on vient de dire, par rapport à de l'histoire. J'entends par là que Frêche n'était pas un homme de gauche. C'était un homme du peuple. Ce qui n'est pas exactement la même chose. C'est-à-dire que le peuple, dans toutes ses dimensions, c'est-à-dire de l'extrême gauche à l'extrême droite, pouvait parfaitement se reconnaître dans Georges Frêche. Et ces scores importants viennent de là.
C'est-à-dire que la tripe populaire de cet éventail aussi large que je viens de donner, pour ce qui vient d'être dit, exprimé, direct, se reconnaissait. Et c'est en ce sens que j'ai trouvé que c'est un personnage, je dirais, postmoderne. Il n'a pas été tellement amer de ne plus être au Parti socialiste aux dernières régionales. Parce que pour lui, n'est-ce pas, ces clivages politiques étaient totalement dépassés. Ce que d'ailleurs je ressens de la même façon. Autrement dit, la politique ne pouvait être pratiquée qu'avec d'autres dimensions, incontestablement d'autres techniques et un autre discours qui transcendait les clivages traditionnels, pour lui complètement dépassés. Ces pétettes-là, je les appelle comme ça, ces statues, dont souvent on m'interroge des copains à Paris. Non, j'y attendais. Non, c'est parfaitement en phase. Georges Frêche avait à l'égard de la démocratie un sentiment modéré, il l'a respecté. Il n'a jamais pensé que 51 contre 49... Non, mais on est d'accord. Il n'a jamais pensé que 51-49, ça pouvait faire vraiment bouger les choses. Par contre, il a toujours pensé que des personnages, qu'ils soient locaux, régionaux, nationaux ou internationaux, des Alexandre le Grand, de Napoléon ou d'autres, avançaient l'histoire. Avec quelquefois, il l'a dit d'ailleurs, naturellement, quelques problèmes délicats, voire quelques centaines de milliers ou de morts. Je fais allusion à personne. Mais il pensait que c'était secondaire et que les personnages devaient dépasser tout ça pour, naturellement, avec la force qu'on vient de décrire, avancer. Ce qu'il a fait. Et qui était suivi. La preuve, son dernier score, il a failli frôler les 60%. Vous avez failli répondre à ma question. Oui. En 92, 13, 15, par là, Georges Frêche a essayé de vous séduire, vous qui étiez dans l'opposition. Ah, mais non seulement il a essayé de me séduire, mais il m'a même proposé des choses précises. Je l'ai déjà dit, je le répète. Pour l'enterrement, n'est-ce pas, de mon associé, le bâtonnier Zuccarelli, ancien maire de Montpellier. À la sortie de l'église à Boisseron, il m'a dit qu'il allait créer un grand office, n'est-ce pas, de la culture, avec le théâtre, le machin, tous les sports, et qu'il aimerait que je le préside. Je lui ai répondu, une lettre que j'ai toujours d'ailleurs, qui était une lettre, je le remerciais de sa confiance, mais j'estimais, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, que cette pratique, c'était pas moi, c'est là où je reviens à la démocratie, et que comme un grand féodal, venir prendre, n'est-ce pas, un plus petit vassal, non. Et je lui ai répondu qu'il pouvait y avoir des alliances qui, naturellement, se modifiaient. Qu'en d'autres circonstances, j'ai toujours cet écrit que j'avais lu au conseil municipal, pourquoi pas, mais que cette méthode-là, qui était la sienne, au-delà des clivages, de prendre des gens qu'il respectait, Pounien vient de le dire, pas, dont il estimait qu'il pouvait être utile, voilà, de ne pas s'embarrasser, n'est-ce pas, de l'électoralisme traditionnel. Et c'est en ce sens que oui, tout à fait, je lui ai dit d'ailleurs, intéressant de travailler ensemble, mais avec d'autres méthodes. Voilà, parce que d'autres personnes qui étaient à vos côtés dans l'opposition, je pense par exemple à Gabriel Deloncle, je crois qu'il y a également un autre bâtonnier, eux ont fait la bascule vers Georges Frêche. Oui, si vous permettez, parce qu'on est au cœur de quelque chose d'important. C'est la pensée de Georges Frêche. Et j'entends ce que vient de dire Gérard Christol. L'analyse que j'en fais, c'est que Georges Frêche c'était une pensée en mouvement. Georges Frêche disait toujours, la pensée de gauche, c'est en ça que je ne suis pas totalement d'accord avec Gérard Christol, la pensée de gauche doit être une pensée en mouvement. Il disait... En 1789, la gauche était militariste et nationaliste. Un siècle plus tard, en 1870, elle était internationaliste et antimilitariste. Ça veut donc dire qu'il n'y a pas de doxa en socialisme, il n'y a pas de doctrine. Et il n'a eu de cesse au Parti socialiste que de dire effectivement, voilà, la pensée, elle doit toujours être proche du peuple et entendre les besoins du peuple. C'est en ça qu'il était. Mais cette pensée en mouvement, c'est ce qui a fait toute la richesse du parcours de Georges Frêche. Alors, oui, un mot de Mme Santonge, après on écoutera Georges Frêche. 2 secondes, ce qu'il a fait, ce qu'il a réalisé avec les chefs d'entreprise, avec les entreprises, ça n'était pas la pensée de gauche du moment, il était en avance sur la gauche, et il râlait parfois parce qu'il sentait que la gauche n'avançait pas. Et il voulait que la gauche se renouvelle et qu'il y ait une autre pensée au lieu de vivre sur les vieilles lunes. Il le disait d'ailleurs. On évoquait son franc-parler, on va l'écouter à travers ces petites phrases qui lui ont parfois joué des tours. Le sens de la formule, ça c'est sûr, écoutez. Mes vœux de bon anniversaire, André. J'espère que tu souris. Je t'aime. Une couche de plus. L'amour, ça se compte pas. Heureusement qu'il fallait monter la liste des chasseurs et celle de Delfaux. Et quand même, je me suis pas mal démerdé. Timide bouquet, plein de poésie. Vous saignera comme un poulet. Le jour où je te couperai les tu ne le verras pas venir. Ils sont sympas au PS, mais il y a beaucoup de faux culs.
C'est ça être faux cul. Si je perds, ce sera moi qui perdrai. Si je gagne, ce sera le PS qui gagnera. J'aime mieux un mec intelligent de droite qu'un imbécile de gauche. Moi, j'ai jamais peur. Je suis un vrai Gaulois. Je n'ai qu'une peur, c'est que le ciel me tombe sur la tête. Quand vous évitez que vous... Couder, il était habitué à bégayer. Il était attaqué par des gens qui étaient aveugles. Lui, il était borgne. Alors, il gagnait parce que les borgnes l'emportent sur les aveugles. Mais moi, je ne suis ni aveugle ni borgne. Martine, je l'aime. D'ailleurs, j'ai toute la collection. Martine à l'époque, Martine à l'école, Martine prend le taxi, Martine plante des fleurs. Lequel vous préférez dans la série des Martines, monsieur Fraîche? Martine prend le taxi. Pour aller où? Pour aller à la maison de retraite. Elle est venue la dernière fois, elle a amené un petit panier, elle a pas osé me le laisser. Elle m'avait amené du cassoulet en boîte. J'ai une tête à manger du cassoulet en boîte, moi. Je n'ai agressé personne. Selon une formule fameuse d'un homme que j'aime beaucoup, ceux qui l'ont fait, je ne leur en veux pas, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais je leur pardonne. Je leur pardonne. Mes frères, allaient en paix. Le temps des femmes est venu, mes frères. D'ailleurs, vous avez vu, les femmes peuvent aussi trahir, elles sont donc normales. Magnifique, Madame le maire. Vous m'avez bercé. Pour un peu, je vous aimerai. Bon, alors... mais je vous aime, je vous aime. Et vous faire plaisir, Madame, c'est mon bonheur. Alors... vous avez vu comme je suis malin et faux cul en plus. Vous savez, je suis comme Alexandre qui disait l'épée l'emporte sur le bouclier. Moi, je ne connais qu'une défense, c'est l'attaque. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates à la Bastille. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates, on les pendra. Claude Cougnac, Georges Frêche ne connaissait qu'une défense, c'était l'attaque. Il connaissait surtout beaucoup l'humour. C'était un homme qui adorait rire, plaisanter, raconter des histoires en privé, etc. Oui, les inaugurations, ça durait 2 ou 3 heures à peu près, même pour des petites choses. C'était un homme extrêmement disert. Et c'est vrai que c'était quelqu'un qui, de temps en temps, aimait dans la provocation et égratigner. Mais, ceci dit, ça reste quelqu'un qui, pas plus que d'autres hommes politiques, est toujours resté dans le respectable. On pourra parler, si vous voulez, du reste, mais voilà, beaucoup de choses étaient beaucoup dans la provocation. Maître Christol. Oui, je regarde ça avec beaucoup d'intérêt. J'ai toujours pensé que aucune des phrases qualifiées par certaines, n'est-ce pas, de dérapage, aucune n'était un dérapage. Elles étaient toutes, consciemment ou inconsciemment, parfaitement contrôlées et elles s'adressaient toutes, ces petites phrases, directement ou indirectement, à l'ensemble de l'électorat dont je viens de parler tout à l'heure. C'est-à-dire que le peuple, dont j'ai parlé, quelquefois d'extrême droite, se reconnaissait dans telle ou telle boutade, comme le peuple d'extrême gauche, comme le peuple du centre droit, comme le peuple du centre gauche, voilà. Rien n'était gratuit. Et ce que je pense, c'est qu'en réalité, ça que le Cougnac le sait mieux que moi, évidemment, puisqu'il l'a côtoyé pendant des années, je ne pense pas que Frêche ait été attiré par la psychologie, la psychanalyse, etc. C'était pas son truc. Par contre, il avait une connaissance des êtres humains, à titre individuel et à titre collectif, extraordinaire par l'histoire. Il savait comment on pouvait trahir, comment on pouvait acheter quelqu'un, comment on pouvait lui faire plaisir, comment on pouvait les relations des hommes, des femmes. Voilà. Depuis la nuit des temps, il avait une connaissance des comportements humains exceptionnels avec lesquels il jouait. Et je dis souvent, Clausewitz, Machiavel, table de chevet, il appuyait sur le bouton numéro 1, 2, 3, 4, 5 et ça fonctionne. Voilà. C'était une leçon de politique mise en mouvement extraordinaire. Ça, c'est intéressant à observer. Daniel Santonja, ça vous faisait sourire ces petites phrases? Alors moi, je vais vous dire, ça nous manque. Ça nous manque beaucoup. Parce qu'au moins, la politique était vivante avec lui. On rigolait bien. Parfois, on était moins bien. Vous faisiez partie des rieurs quand il intervenait comme ça. Je trouvais ces boutades très amusantes. Parfois, on dit qu'il a eu des dérapages. Je ne rejoins pas tout à fait Gérard Kessol dans son analyse, parce que parfois, on a prêté à Georges Frêche des dérapages, en disant qu'il était raciste pour
l'histoire des harkis. Il n'était pas contre les harkis, il était contre certaines personnes qu'il avait attaquées et qu'il a traitées de sous-hommes. Et j'avoue que sous-hommes, pourquoi? Parce que ces gens-là, qu'il avait rendu beaucoup de services, parce que je crois qu'il avait engagé 5 ou 6 ou 10 personnes de la même famille, venaient et l'insultaient en public. Donc il y a eu un dérapage. C'est un peu comme disons, casse-toi, pauvre con. Hein. Et là, il a dit, vous êtes des sous-hommes. C'est pareil. Il avait à peu près les mêmes réactions que Nicolas Sarkozy. Quand un homme politique est excédé, parfois, il dérape. Mais il n'était pas du tout raciste. Donc, et dans ces dérapages, mais moi j'aimais beaucoup ses traits d'humour, parce que parfois il disait sous des traits d'humour des vérités qui étaient flagrantes et que personne n'osait y dire. Tant qu'on est sur cette histoire, Claude Cognac, c'est une phrase peut-être qu'il a regretté quand il a traité ces personnes-là de sous-hommes, non? C'est ce qu'on a entendu. Alors, 2 commentaires, si vous voulez bien, de façon générale sur le dérapage. Georges Frêche a été victime d'une véritable chasse à l'homme. Oui. Chasse à l'homme organisée parce qu'il ne faisait pas partie de la cour et des cours. Et par rapport à l'establishment parisien notamment, regardez quand même, et ayons une analyse objective. Les petites phrases de certains sur les whites dans les quartiers, les petites phrases de certains de notre bord politique sur quand il y en a un ça va, quand il y en a plus, etc. Est-ce que vous croyez que l'establishment s'est mobilisé contre Georges Frêche, contre cela? Non, il l'a fait contre Georges Frêche. Parce que c'était quelqu'un au franc-parler, parce que c'était quelqu'un qui n'était pas un homme de cour, parce que c'était quelqu'un qui était aussi méridional, parce que c'était quelqu'un qui avait dénoncé parfois les secrets de famille. Rappelez-vous, sur les financements des partis politiques, ça a été le premier à refuser de financer, de faire payer les entreprises montpelliéraines quand il a été élu pour financer le Parti Socialiste. Et voilà, donc effectivement, il a fortement dérangé. Oui, simplement, sur les phrases d'historiens, je veux dire quelque chose qui peut-être ne sera pas compris, mais je le dis. La tronche pas très catholique, c'est son dernier chef-d'œuvre. Pourquoi? Parce qu'en disant, n'est-ce pas, de Fabius, il a une tronche pas très catholique, il sait parfaitement qu'il ne perdra pas une voix juive de Montpellier tant il a donné de gages à la communauté et qui n'est pas raciste, chacun le sait, c'est une évidence. Donc il n'y a pas de danger. 2, l'historien. Il flatte en disant ça le vieux fond antisémite français qui bien sûr existe toujours et lui le sait. 3, il sait qu'en attaquant quelque part, même par la dérision, un haut personnage du Parti Socialiste, il y aura nécessairement une réponse de Paris de Solferino. Et il sait que lui, grand seigneur du Languedoc, n'est-ce pas, attaqué par Paris, ici, souvenons-nous, les Cathares, Simon de Montfort, il fera le plein. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Vous pensez qu'il est stratège à ce point-là quand il sort cette petite phrase? C'est un peu une blague quand même hein, quand il le fait. Hein. Je crois qu'Olivier Ramos-Yetier, c'est quand même une petite provoque. Il en rajoute même ce jour-là. Je veux dire qu'en fait, il n'était pas aussi Machiavel que ça. Il aimait faire de bons mots. Et je comprends la finesse intellectuelle de Gérard Questol, mais moi je n'irais pas jusque-là. Je dirais simplement, il faisait de bons mots pour le plaisir d'en faire. Et il savait très bien que compte tenu de personne, oui, c'est pas incompatible. Et je crois que là, même quand on a parlé des histoires de Black, c'est pas du racisme. Qu'est-ce qu'il a voulu dire en fait? Si les gens l'avaient compris vraiment, ça n'était pas du racisme, au contraire. C'est qu'il disait que les Français n'avaient plus la force de se battre comme les personnes qui venaient de milieux immigrés, qui voulaient réussir, et eux avaient ce punch pour se battre. Et donc il a fallu le défendre de ce côté-là. On va faire une très courte pause, on se retrouve dans un instant pour la 3e partie.